Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes deux co-présentateurs, Laura Fortes. Bonsoir Laura. Thierno Souleymane Diop-Nian. Bonsoir Thierno. Bonsoir Aline. Tout à l'heure, en seconde partie, nous allons recevoir le rappeur, chanteur Leuz Diwanji qui viendra nous parler du festival Mbao Fos, ainsi que le rappeur également entrepreneur culturel, fondateur de la structure Diof Nanor, qui viendra nous présenter son magazine Urban News. Il s'agit de Diof Jam. Mais tout de suite, nous allons recevoir un docteur en sociologie diplômé d'école de commerce et d'ethnopsychiatrie. Il est enseignant-chercheur à Worcester Polytechnic Institute aux États-Unis et chercheur associé au laboratoire du changement social politique de l'Université Paris 7. Il a enseigné entre autres à Princeton University et à l'American University of Nigeria. Il publie aux éditions Caran l'ouvrage intitulé Amadou Mahtar Mbow, une légende à raconter. Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Mahamadou Lamine Sagna. Nous allons également recevoir une actrice, productrice, ambassadrice des Nations Unies, entrepreneur et fondatrice du festival de cinéma Les Teranga. Elle vient nous parler de la 3e édition qui s'est tenue du 29 juin au 9 juillet au Grand Théâtre Doundiaye Coumba Rose de Dakar. Nous accueillons Madame Fatou Jupiter Touré. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, professeur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Cette fois-ci, vous venez nous parler d'une légende, comme vous le dites, une légende à raconter, qui est le professeur Amadou Mahtar Mbow, Entretien avec un éclaireur du siècle. C'est un ouvrage qui est un recueil d'entretiens, de plusieurs entretiens que vous avez eu à avoir avec le professeur Amadou Mahtar Mbow et que vous avez compilé un peu dans cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est assez convivial, assez interactif, sous forme d'interview. Et on en apprend toujours. Hein. Parfois on pense qu'on le connaît bien, mais on en apprend toujours parce qu'il nous a beaucoup parlé de sa jeunesse à Louga, de ses études à Saint-Louis et de beaucoup de choses de son enfance. Et ce qu'on retient aussi, c'est par rapport à cette enfance. Il vous en a beaucoup parlé dans l'ouvrage, et à chaque fois que vous lui posez la question par rapport à son humilité, à sa façon de faire, à sa courtoisie, il vous dit que tout est question de base, c'est-à-dire d'éducation, et que tout ça, c'est une éducation de base, une éducation traditionnelle qu'il a eue quand il était enfant. Absolument. Merci de m'avoir reçu ici. Merci pour l'excellent plateau de vous retrouver pendant... Ouais. On a fait des interviews ensemble. Absolument. Et sur Cornel West, le livre que j'avais écrit. Le livre précédent que vous avez sorti, c'était Le portrait de Cornel West, qui est quelqu'un que j'ai connu, moi, à travers cet ouvrage-là, avec un personnage, un Américain vraiment extraordinaire que les gens devraient mieux connaître, je pense. Absolument. Et je suis très heureux de partager le plateau avec les jeunes journalistes que je suis aussi, qui sont excellents. Absolument. Merci. Mais juniors, comme voilà, comme vous le faites, c'est extraordinaire. On est dans ça actuellement, la transmission. Absolument. Et je suis très heureux d'être avec une sœur cinéaste, Touré, même si les Touré, vous mettez les Touré aux côtés des Sagna, vous voulez créer le conflit du siècle. Mais bon, on va le gérer. Voilà. Non, mais je suis très heureux d'être là. Parce que pourquoi? Parce qu'au moment où le Sénégal paraît être dans une crise profonde, il me semble important de retrouver les figures historiques, que j'allais dire même des figures paradigmatiques comme Mahtar Mbow. Lorsqu'on lit la trajectoire de Amadou Mahtar Mbow, on comprend non seulement une partie de l'histoire du Sénégal, mais aussi comment il est important pour chaque Sénégalais d'essayer de léguer quelque chose à l'histoire et à son peuple. Absolument. Parce qu'en réalité, tout ce que Amadou Mahtar Mbow a fait et continue de faire, c'est continuer à aimer son peuple et à aimer son pays. D'ailleurs, lorsqu'on discute avec lui, c'est le mot qui revient le plus, l'amour. Oui, c'est vrai que c'est à son enfance que tout part. Amadou Mahtar Mbow est né à Dakar,
dans une clinique dont j'écris le nom, Wasinukai Topoto, qui a été créée par une dame française dont le mari est mort à la Première Guerre mondiale, mais les Sénégalais l'avaient beaucoup soutenu. Tout à fait. Et ensuite, il est allé grandir à Louga, et c'est là-bas qu'il a été forgé son enfance. C'est à 9 ans qu'il a été à l'école française. Donc, il a été à l'école coranique d'abord. Et c'est les valeurs d'humilité qu'on lui a incarnées. Par exemple, ils allaient faire tous les vendredis, ils allaient chercher l'aumône. Des fois, ils allaient chercher chez des gens qui étaient moins nantis que leur famille. Absolument. Simplement, on est en train de leur inculquer les valeurs d'humilité, d'endurance, etc. Et donc, c'est ça qui, en réalité, pour comprendre le rôle d'Amadou Mahtar Mbow, le mur, Amadou Mahtar Mbow, le sage, il faut justement le jeune Amadou Mahtar Mbow qu'il fallait revisiter. Absolument. Et aussi, ce que j'ai également appris à travers l'ouvrage, c'est cette posture, cette stature qu'il avait à l'UNESCO. Peut-être on ne s'en rend pas compte maintenant avec le temps. C'était quelqu'un qui, vous avez parlé vraiment de son amour du Sénégal, de tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, mais tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et tout ce qu'il a fait pour le monde, en fait. Oui. Parce que quand il était à cette station au niveau de l'UNESCO, il a beaucoup œuvré pour les populations défavorisées, pour les gens qui étaient opprimés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine. Il a eu c'est quelqu'un qui est un diplomate naturel. Et on le voit un peu avec sa personnalité. Donc il a eu vraiment à régler beaucoup de problèmes. Et ça, on ne le sait pas assez, je pense. Oui, c'est vrai qu'au Sénégal, on ne sait pas. Il a participé à la libération de beaucoup de détenus politiques au Chili, en Argentine. Il y a un qui actuellement il est sénateur. Son père était ministre et lui-même il était en prison avec son père. Et je raconte l'anecdote. Lorsque sa maman vient voir Amadou Mahtar Mbow, j'oublie le nom. Lorsque la dame vient voir Amadou Mahtar Mbow à l'UNESCO, elle arrive à l'accueil, elle dit « Je veux voir le directeur général de l'UNESCO ». On lui dit « Madame, déclinez votre identité ». Elle refuse de décliner son identité parce qu'elle avait peur, elle croyait qu'elle était poursuivie. Elle venait de Londres. Elle a insisté et les gens de l'accueil ont dit « Mais le directeur est tellement sympathique, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à lui dire ». Ils l'ont téléphoné, il dit « Non, qu'elle ne bouge pas, je descends ». Vous voyez l'humilité déjà, il descend, il était directeur général de l'UNESCO quand même. Il descend, il voit la dame, la dame lui saute dessus et la dame lui dit il ne voulait pas savoir. Et puis il monte et ensuite la dame lui dit que mon mari et mon fils sont en prison. Il a promis de les libérer, il les a fait libérer. Et sans compter d'autres, il y a des choses que je n'ai pas écrites, mais par exemple Sakharov, il a contribué à la libération. Absolument. Je crois le nom m'échappe un peu, mais celui qui a le conseiller de Kennedy qui avait dans ses mémoires, Schellinger, je crois, raconte que Amadou Mahtar Mbow a participé à la libération des otages américains en Iran. Donc il y a énormément de choses qu'il a fait dans le monde et le monde entier lui est reconnaissant. Et l'autre chose que vous avez dit qui est très important, il a pensé Internet et ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit ses discours sur le nomique et même sur Internet en 82, c'est des discours qui décrivent aujourd'hui ce qui se passe sur Internet. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'a combattu. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Vous avez dit que c'est ce qui lui a peut-être coûté sa place à ce poste-là, parce que les États-Unis, entre autres, et l'Angleterre aussi, l'ont combattu. Avant de passer la parole à mes camarades, je ne pourrais pas ne pas parler vraiment de Madame Raymonde Fadila Mbow. Oui. C'est vraiment l'épilogue, vous avez dit l'épilogue. Mais vraiment, permettez-moi de vous le dire, mais je pense que la partie qu'elle a écrite, c'est vraiment la meilleure partie. Absolument, absolument. C'est la meilleure partie de l'ouvrage, vraiment. Elle a une plume magnifique. Elle a une plume magnifique. Vraiment, c'est peut-être un petit extrait, mais... Non, c'est un petit extrait. Après mes questionnements, c'est rendu très fluide. Elle a un style, elle a une plume. Wow. Nos mamans, il y a plein de nos mamans qu'elle a enseigné ici. C'est une révélation. Elle écrit extrêmement bien. Extraordinaire. Exactement. Laura. Professeur, très ému de vous recevoir sur ce plateau, d'autant que le professeur et moi, on se connaît très bien, il me connaît depuis toujours. C'est un très bon ami de mon père, qu'on salue. Donc vraiment, merci beaucoup pour cet ouvrage. Je pense que comme vous avez dit, la transmission, c'est très important pour nous les jeunes et pour les moins jeunes même, d'en apprendre sur un baobab de notre pays. Et on parle d'une personne qui a aujourd'hui plus de 100 ans et qui, par la grâce de Dieu, est toujours parmi nous aujourd'hui. Donc c'est un héritage, c'est un trésor qu'on a ici. Et je pense qu'on
on peut même souligner que vous-même, je pense que vous étiez la bonne personne en fait pour faire cet entretien avec ce grand monsieur, parce que vous êtes aussi quelqu'un de très inspirant pour les jeunes. Vous avez toujours un mot pour nous encourager à toujours agir. Et du coup, vraiment, c'est magnifique. Je trouve que c'est un travail vraiment qui est monumental parce que, comme je le disais, on parle d'une personne qui a plus de 100 ans, donc sa vie a été vraiment remplie de tas de choses qu'on apprend dans le livre. Et en même temps, on dirait que c'est facile pour vous de raconter parce qu'on voit que voilà, vous êtes dans son intimité et du coup, c'est pour ça que ça rend facile à lire. On apprend vraiment du début jusqu'à aujourd'hui son histoire. Et ce qui m'a marqué vraiment, c'est les détails, comme on disait, sur son éducation et les valeurs qui transpirent de ce livre, en fait, le nombre incalculable d'enseignements à en tirer. Et justement, ma question portait sur ces enseignements. J'imagine que ça a été très vaste pour vous, mais s'il y avait un enseignement, peut-être pas seulement dans vos entretiens, mais même des échanges que vous avez pu avoir avec lui dans l'intimité, que vous voudriez retenir de ce que vous avez pu apprendre de lui, lequel ce serait? Oui, le grand enseignement que je prendrais de Amadou Mahtar Mbow, c'est d'abord croire en soi. La confiance en soi, déjà, je l'ai développée, mais je m'inscris dans la tradition de ces gens-là, Amadou Mahtar Mbow, Cheikh Anta Diop, tous ces gens-là qui, en réalité, ont fait ce qu'on pourrait appeler un renversement dystopique. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'Afrique comme vraiment le lieu où ils ne peuvent rien faire, etc., ils nous ont fait comprendre que ce n'est pas vrai. Il est possible de faire des choses avec des éléments probants. Et ce que je retiens de Amadou Mahtar Mbow, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le fait qu'il nous a appris à la modestie, l'humilité, mais aussi la méthode. Je crois que je l'explique dans le livre. Lorsqu'il va pour l'éducation de base, il cherche toujours le consensus. C'est quelque chose de très important. Et puis, l'autre chose que j'apprends de lui, c'est d'être courageux et le combat, la liberté jusqu'au bout, puisque c'est quelqu'un qui a fait 2 fois la guerre. Il aurait pu ne pas y aller, il a fait 2 fois la guerre. Donc, c'est des choses essentielles pour moi. Il a fait 2 fois la même guerre. La même guerre, c'est ça. Et donc, c'est des choses essentielles pour moi que je retiens. Et donc, c'est pas étonnant qu'il m'inspire et puis que ça renforce ma capacité de confiance en moi-même. Ouais. Un travail de transmission, comme vous avez dit, qui est très important. Merci. Oui, tout à fait. Merci, Patriarche. Bonsoir, professeur. Bonsoir. C'est un immense plaisir de vous recevoir dans ce plateau parce que, d'abord, pour vous rendre hommage, parce que pour moi, vous êtes une sommité intellectuelle. Votre premier ouvrage est très intéressant. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et pour ce que vous représentez, je vous rends mes hommages et je souhaite que vous viviez très longtemps encore pour un peu nous illuminer de vos idées, de vos pensées. Et la deuxième chose, bien sûr, concernant cet ouvrage, cet immense ouvrage de Amadou Mahtar Mbow. En fait, et le titre, il est d'abord très intéressant parce que quand vous parlez d'éclaireur du siècle, c'est quelqu'un qui a traversé tout ce siècle. Mais c'est surtout, je pense que des personnes comme Amadou Mahtar Mbow peuvent nous raconter 3 temporalités. D'abord, celle qui s'est passée à la période coloniale. Ensuite, celle vécue après les indépendances, mais ensuite, après les ajustements structurels en 2000, avec la première alternance. Donc, Amadou Mahtar Mbow, c'est un homme, c'est une bibliothèque. C'est quelqu'un auprès de qui on peut vraiment recueillir énormément d'anecdotes importantes, utiles pour non seulement ce pays, mais aussi pour ce continent. Ça, mais surtout, quand on progresse dans votre ouvrage, moi, je me dis que mais cet homme a vécu plusieurs vies. Il s'est formé d'abord, mais surtout cette capacité d'adaptation. Quand il veut quelque chose, à l'école coranique, l'humilité, aller se former pour un peu entrer dans le système aéronautique, ce n'était pas du tout facile. Ce n'était pas donné, surtout à cette époque, parce que c'était un peu une élite qui s'intéressait à ce domaine-là. Ensuite, ces nombreux déplacements en France, etc., qui lui ont permis de se forger. Ces anecdotes, on se dit, mais comme il l'a dit Alioune tout à l'heure, mais cet homme réellement, on ne savait pas qu'il avait vécu tout cela. Et moi, la partie qui m'a intéressé d'abord, mais surtout, avant d'y revenir, j'ai aussi beaucoup aimé quand vous évoquez Souleymane Diop, qui est son ancien collaborateur, qui est mon parrain, mon homonyme, que je salue au passage, qui vit encore, il a 102 ans. Je lui souhaite une très longue vie. Et c'est surtout le passage où vous parlez de l'engagement politique d'Amadou Mahtar Mbow en France.
quand Amadou Mokhtar Mbow prend ses distances des idéologies, ça c'est intéressant. Il n'est ni socialiste, il n'est ni communiste, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Amadou Mokhtar Mbow, c'est le développement de l'Afrique. Ce qui intéresse Amadou Mokhtar Mbow, c'est la trajectoire que doit prendre le continent africain. Ma première question, c'est là. Pourquoi il a, en ce moment-là, compris qu'il fallait prendre ses distances de ces idéologies-là? Ouais, je pense que, voilà, c'est pour cela que je disais que, voilà, c'est des gens qui ont pu faire la rupture épistémologique. C'est-à-dire que ces gens qui ont réfléchi sur ce que leur est proposé et qu'est-ce que l'Afrique peut apporter de mieux. Exactement. Alors, la plupart des gens se trompent. En réalité, le marxisme et le capitalisme sont dans le même paradigme. C'est l'utilitarisme. L'utilitarisme, l'intérêt utilitariste. Or, l'Afrique a quelque chose de particulier, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le capitalisme et le communisme. Absolument. Et à cette époque-là, il y avait donc ce combat-là qu'il fallait mener. Et si vous voyez bien, il y a Amadou Mokhtar Mbow, comme Cheikh Anta Diop d'ailleurs, voilà des gens qui ont été très... Lorsque le communisme était très dominant, ils étaient très distants. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel, c'est que l'Afrique est particulière par rapport aux autres inventions que sont le communisme et le capitalisme, qui sont des inventions de l'Occident en réalité. Et donc, la rupture qu'ils ont essayé de faire, par exemple chez Cheikh Anta Diop, c'est demander aux marxistes sénégalais d'aller relire le mode de production asiatique ou le mode de production égyptien. Car même Karl Marx n'a pas pu écrire beaucoup de choses sur le mode de production asiatique ou le mode de production africain. C'est très complexe. Et je crois que la force de Amadou Mokhtar Mbow et des autres, c'est de se dire, écoutez, nous n'allons pas copier par imitation ce que les autres font. Il y a des choses que l'Afrique a apportées au monde. De toute façon, l'Afrique a toujours apporté au monde. Absolument. Et l'Afrique devient leur centre à partir duquel il fallait repenser le monde et penser l'Afrique. Et je pense que ça, il a pu le faire par rapport à ses expériences donc, à Louga et dans les campagnes sénégalaises et toutes ces valeurs qui ont été inculquées. Et je crois que ça, c'est la clé et c'est le défi à notre génération d'intellectuels africains, parce qu'en réalité, ce que nous n'avons pas compris, c'est que la modernité n'est qu'une réponse éthique collective de l'Europe à un moment de son histoire. Exactement. Et il faudrait qu'on comprenne quelle est la réponse éthique collective que l'Afrique peut donner au moment de l'ultramodernité, c'est-à-dire à l'heure actuelle. Et cette question fondamentale, nous sommes quelques-uns à y croire, mais c'est très difficile de le mettre puisque ça dépasse l'entendement. Ma deuxième peut-être question va parler là en fait. Quand vous parlez, et c'est important ce que vous dites, on est à la croisée des chemins. Et à la lumière de cet ouvrage que vous avez eu à écrire, ouvrage Entretien avec Amadou Mokhtar Mbow, nous sommes sous l'emprise encore de la pandémie. Lorsque le coronavirus est survenu, nous avons eu un discours, une diplomatie de sanglots, un discours, un narratif, je veux dire, macabre, stupide, si je peux me permettre, à l'encontre du continent. Nous allons compter des millions et des millions de morts en Afrique, ce qui est faux. Au contraire, nous sommes inquiets pour eux. C'est ça la vérité. Et Amadou Mokhtar Mbow, avec le NOMIC, voulait renverser cela, voulait faire en sorte qu'il y ait une parité dans la communication et dans l'information. Est-ce que ce n'est pas là aussi un combat qui reste vivant et qui vous a traversé quand on parle de cette ouvrage? Oui, non, mais c'est comme si vous lisiez dans ma pensée, vous. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit... C'est super de lire dans la pensée de quelqu'un comme vous. Non, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure m'a interpellé parce que j'y pensais ce matin en venant ici, je réfléchissais beaucoup là-dessus parce que je me disais, en réalité... dans les années 45, après la guerre, c'était le moment de tous les espoirs et le moment de l'enthousiasme, de l'euphorie et ensuite le désenchantement. Ces étapes donc, que vous décrivez. Donc, je pense que le NOMIC, d'une certaine façon, lui a donné raison. Oui. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui a donné... C'est un visionnaire. Voilà. Puisque quand il posait le NOMIC comme question, parce qu'il y avait 5 grandes agences qui contrôlaient l'information dans le monde. Oui. On connaissait plus l'information, y compris les informations du Sénégal, il fallait passer par l'Europe. Malheureusement. Et donc, lui, il a dit, non, ce n'est pas possible, il faut donc faire un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Et là, il ne fallait pas toucher à ce truc, parce que en réalité, la meilleure façon de coloniser, de dominer, c'est de canaliser les personnes. Et la meilleure façon de canaliser, c'est de passer par l'information. Exactement. Et donc, il dénonçait ça, ce qui ne plaisait pas. Mais en réalité, l'histoire lui a donné raison. Parce qu'aujourd'hui, si les choses changent un peu dans le monde, la diaspora africaine dans le monde est au courant
c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, même si le numérique n'a pas lieu comme il le pensait, mais en réalité, aujourd'hui, l'information est plus égalitairement distribuée, même s'il y a aussi de fausses informations à laquelle on doit faire. Professeur, dernière question, et c'est sur l'UNESCO carrément. L'UNESCO a été créé à un moment pour un peu mettre en avant les idées, matérialiser la paix, une paix positive, à la Pax Americana, si on veut. Malheureusement, l'Amérique se retire après de cette institution-là parce qu'elle n'est pas en phase avec ses propres intérêts. Et ça, c'est là peut-être le courage de Amadou Mokhtar Mbow qui vient dire, écoutez, je pense que les idées, les valeurs sont universelles. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nationalité quand il s'agit de cela. Et donc, 13 ans, peut-être c'est relatif, mais bon, je pense qu'en 13 ans, il a vraiment marqué son empreinte de manière indélébile. Alors aujourd'hui, est-ce que l'UNESCO continue à jouer ce rôle-là? On voit la guerre en Ukraine, on voit aujourd'hui cette pandémie, comme je disais tout à l'heure, on voit cette diplomatie de sanglots, etc. L'Afrique est encore en marge un peu de cette civilisation des valeurs, de la culture, parce qu'encore, il y a l'Occident qui pense toujours, parfois et de manière assez fausse, que ces valeurs sont les valeurs qu'il faut tous adopter. Je ne sais pas si l'UNESCO continue à vivre ça, mais ce que je sais, la plupart des organisations internationales, en réalité, beaucoup de nos dirigeants n'ont pas de courage pour faire la rupture telle que lui, il a essayé de le faire. Et la plupart de nos mots, aujourd'hui, viennent de ces institutions-là. Je rigole beaucoup lorsqu'on me dit que c'est parce que c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, entre nous, familièrement. Moi, en tout cas, mes étudiants, ils n'ont pas voulu y aller travailler dans ces domaines-là. Je ne dis pas, il y a des gens excellents, comme je connais Mohamedou Diagne, par exemple, des gens extrêmement brillants qui sont là-bas, mais 80%, c'est eux qui nous ont mis là où nous sommes, les ajustements structurels dont vous parlez. Oui. Et ça, moi, je leur en veux à vie, parce que lorsque nous étions enfants ici, élèves à l'internat du lycée Van Gogh, je peux dire, souvent je le raconte avec nos amis, on était les enfants gâtés de la République. Vous saviez-vous que nous, lorsqu'on était interne au lycée Van Gogh, on a fait la grève pour la boisson, on nous l'a donné. On a fait la grève pour le poulet, on nous l'a donné. Pour Aromagie même, on a fait la grève, on nous l'a donné. Et mes copains, ils m'entendent, ils peuvent justifier ça. Donc vous êtes les anciens des grévistes de... Voilà, on était des enfants gâtés de la République. Ils ont fait la grève pour un petit déjeuner. Absolument, voilà. Mais comme un peu les étudiants aussi actuellement, ce sont un peu des enfants gâtés. Hein. Non, mais je veux dire maintenant, avec tout ça, que nos pères fondateurs, et ça c'est une critique à notre génération, parce que eux, tout ce qui marche au Sénégal, aujourd'hui c'est les Mokhtar Mbow, les Senghor, les Dia qui l'ont institué. Et tout le reste, pratiquement notre génération en particulier, on n'a rien fait. C'est ce que je suis en train de dire, c'est de faire de l'autocritique. Aujourd'hui, si l'école sénégalaise ne marche pas, parce qu'elle ne marche pas, c'est parce qu'aussi il y a la démission de l'État et ils n'ont pas eu le courage de faire face à ces institutions internationales qui en réalité disaient que ce n'était pas bien, le social, etc. Aujourd'hui, ils sont revenus là-dessus, je crois. Et c'est pour cela qu'il faut être très vigilant, très confiant et ne pas être intimidé par ces organisations internationales parce qu'en réalité, on les a démystifiées depuis très longtemps. Et, Patriarche, avant que j'oublie, tu m'as un peu marché sur la langue, mais je voulais un peu lire un petit passage de la dame de cette... Waouh, c'est extraordinaire. Je pense que, en fait, à la page 141, la femme de Amadou Mokhtar Mbow, les chutes Victoria, nous les avons admirées au Zimbabwe, en compagnie d'un ministre poète qui déclamait des vers qu'il avait composés pour ce site. Hélas, l'audition se perdait dans le tumulte environnant, le fracas des eaux bondissantes, la vapeur projetée qui entretient une atmosphère brumeuse et opalescente, l'apparition d'arcs-en-ciel fantasmagoriques qui déploient leur voile irisé rendent ce lieu inoubliable. Le tracé des chutes plutôt linéaires et horizontales coupe le fleuve Zambèze dans toute sa largeur. Le soir au dîner, j'ai eu un petit succès lorsqu'un invité présent comparait les différences entre les colonisations anglaises et françaises. Je lui ai répondu, en somme, vous avez la Corrèze, nous avons le Zambèze. Elle écrit extrêmement bien cette femme. Poète, hein? Ouais. C'est ça qui est bien avec, malgré que c'est une tourée, c'est le monde de l'art. Comment l'artiste peut capter la réalité. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment poétique et ça dit la réalité. Voilà. Absolument. Peut-être un mot de la Tourée, Fatou Jupiter. Peut-être, je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage, mais quand même, je pense que... Je n'ai pas encore lu. Je demandais tout à l'heure des renseignements parce qu'il faut bien que nous aidions nos esclaves. Et je crois que c'est un travail extraordinaire que vous faites généreusement pour nous, cette génération. On se trouve à la croisée des chemins, comme vous disiez justement tout à l'heure, et on peut avoir l'impression qu'on n'a rien fait.
Mais je crois que des personnages comme Amadou Mahtar Mbow, comme Cheikh Anta Diop, que personnellement j'ai découvert sur le tard quand j'ai été à l'université, j'étais à la fois frustrée de me dire, mais comment c'est possible qu'on ne nous enseigne pas ces personnes-là? Et ce sont des personnes, l'avantage, c'est clair que nous avons de grandes figures historiques, pour ne pas parler de Samori Touré, en attendant un Sagna célèbre, mais ce sont des personnages contemporains. Et je pense que c'est encore plus marquant de savoir qu'on a pu partager un siècle, ou en tout cas qu'on n'est pas très loin de génie, de personnalités totalement extraordinaires, entre guillemets, parce que nous avons des héros ordinaires. Et moi, je suis juste impatiente d'aller lire ce livre et d'essayer de voir comment, à travers le cinéma, qui est ma famille naturelle, on peut arriver à vulgariser ça. Et également, vous inviter, c'est vraiment l'idée que j'ai à partager ce que vous savez, ce que vous avez pu engranger, parce que je crois que c'est important que nous ayons ce regard bienveillant sur nous, mais également ce regard curieux d'introspection et nous projeter en avant avec tout ce que nous avons. Voilà. Peut-être juste un dernier mot. Moi ce que j'ai appris également, c'est la partie marocaine de sa vie. Je ne savais pas qu'il avait enseigné 10 ans à Rabat. On l'a confié le fils du roi. Hein. Absolument. Ça c'est une partie que j'ai découverte dans l'ouvrage. L'ouvrage, là, j'ai juste résumé quelques trucs, mais c'est extraordinaire. C'est le premier aviateur sénégalais. Tout à fait. On a vu. C'est le premier à avoir été africain, à diriger une organisation internationale de l'UNESCO qui c'est pas comme les autres, c'est pas comme l'UNICEF. On vote. Parce qu'il a expliqué que les programmes des Nations Unies sont différents des organisations. Et il a fait quand même l'histoire générale de l'Afrique. C'est lui qui l'a fait faire. Même le colloque du Caire. Le colloque du Caire, Cheikh Anta Diop et tout ça. Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette génération, moi je me rappelle, jeune lycéen, je me promenais avec un copain sur la plage de Fann Résidence, là, et puis il avait une guitare, on jouait, et puis à un moment on n'était pas d'accord sur la musique et Timis, quoi, et le crépuscule. Et puis on s'est disputé, on s'est dit, bon, on va voir le vieux Cheikh Anta Diop. On vient, il nous dit... vous avez cette chance-là de... Oui, et on vient, le chauffeur nous dit, il doit sortir, hein, mais il est là. On vient, il nous dit, jeune homme, ça va, vous êtes des étudiants? On dit, non, on est des élèves. Il dit, ben, je dois sortir. Il nous dit, d'accord. Il dit, j'ai 15 minutes. Il est resté 1h15 avec nous. Il nous a montré l'ancêtre de la Kora, etc. Au passage, je vous signale que tu vois, tous les griots de la Kora vous diront Sagna, Diatodoba, Mansafa, Kori. Je vous l'expliquerai. Voilà. Donc, les Tourés et les Sagna, vous avez fait exprès, vous avez voulu vous faire un conflit. Ah non, mais ce que je voulais dire, c'est justement à la génération là, profitez-en. Ils sont là. Non seulement leur génération, mais la plus jeune, les Abdoulaye Bathily sont là, les Mahamadou Sagna. Il faut aller discuter avec qui ils sont vraiment... Moi, à chaque fois que je vais voir Amadou Mahtar Mbow, quand j'y vais pour 15 minutes, je l'écris d'ailleurs, je suis sûr que dans ma tête, on prépare 2h15. Une fois, on a été d'ailleurs, je crois. Et voilà. Impressionnant, il a une mémoire vraiment, c'est... Absolument. On va passer tous la parole à Madame Fatou Jupiter Touré, qui vient nous parler du festival Les Teranga, qui est un festival de cinéma. La 3e édition a vécu, c'était du 29 juin au 9 juillet. Du 29 juin au 2 juillet. Je dis depuis tout à l'heure. Du 29 juin au 2 juillet au Grand Théâtre de Dakar. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette troisième édition? Et si vous pouvez nous présenter un peu aussi le festival. D'accord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de venir pour la première fois sur ce plateau, de cette émission que j'aime beaucoup et heureuse vraiment d'avoir rencontré un esclave de plus. Et je sens qu'on ne va pas se quitter de sitôt. Pour présenter le festival de cinéma Les Teranga, je dirais que c'est un festival qui s'inscrit dans la logique de ce que le Sénégal est en train de faire en matière de cinéma et d'audiovisuel. Nous avons eu un passé glorieux avec les pères fondateurs, que ce soit Sembène, que ce soit Ibrahima Diop Mambéty, etc. Et le constat a été fait. Je suis réalisatrice, productrice de formation et nous avons constaté entre nous
on va dire professionnels du métier, que nous n'avions pas d'événements qui célébraient nos acteurs chez nous, malgré de nombreux prix engrangés partout, que nous n'avions pas un moment festif, que nous n'avions pas quelque chose qui nous représentait en tant que Sénégal, pays qui aime accueillir, pays avec énormément de potentialités, que ce soit humain, que ce soit sur le plan des infrastructures, sur tous les plans. Et c'est ainsi que nous avons initié ce que nous appelions, nous, Teranga Movie Awards. Pour nous, c'était d'abord une cérémonie de récompense, pour se dire, Diarama, bravo pour le travail que vous avez fait. Et on va dire les éditions aidant, on a senti un engouement qui nous dépassait. Nous étions partis pour faire vraiment une petite cérémonie d'une centaine de personnes. Nous en parlions aux maisons de production, aux professionnels, qui chacun disait, mais moi je ne peux pas venir avec moins de 20 personnes, etc. Et nous nous sommes retrouvés au théâtre Sorano. Et l'année d'après, il faut savoir que dans l'ADN de cette association, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est participer à la professionnalisation du secteur. Donc nous avons été dès le début en partenariat avec l'Université Gaston Berger, le master cinéma. Et nous avons pu faire une masterclass la première année. La deuxième année, nous avons fait, je crois, la chose dont personnellement je suis la plus fière jusqu'ici. C'est une résidence artistique qui a pu former gratuitement sur fonds propres 80 à Dakar. 80 acteurs, réalisateurs, producteurs, et à la suite de quoi 3 courts-métrages ont été réalisés. Et il s'agissait pour nous, toujours dans cette logique de transmission, de mettre ensemble des jeunes qui ont vraiment beaucoup d'idées, d'engagement, et qui peut-être manquent, on va dire, de juste un coup de pouce, donc de les mettre avec des maisons de production seniors, de les mettre réellement avec des mentors seniors qui les ont aidés à réaliser ces 3 courts-métrages, dont certains commencent à avoir des prix dans des festivals, ce qui nous vaut beaucoup de satisfaction. Satisfaction dans le sens où on se dit on est sûrement sur la bonne voie. Et donc, cette année, c'était important pour nous. Chaque année, nous mettons à l'avant un pays étranger. Et cette année, c'était le Maroc. Et les années d'avant, nous nous contentions juste d'inviter 2-3 vedettes qui venaient, qui nous aidaient à faire parler du festival, leurs ambassades. Cette année, nous avons été au Maroc, reçus par le Centre cinématographique marocain, qui a fait venir une délégation de 17 personnes, dont les présidents de l'association des réalisateurs producteurs, le président de la Chambre des cinéastes, ainsi que voilà, des réalisateurs, producteurs de renommée. Et le but derrière, c'était déjà de créer un marché du film, mais d'arriver à faire une jonction entre des mondes qui ne se voient peut-être pas, et qui ont beaucoup à partager, parce que moi je crois fondamentalement, et nous y croyons fondamentalement, on va dire aux collaborations sud-sud. Je crois que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Il est totalement illusoire de penser qu'en faisant 2-3 productions qui marchent à l'année, on arrivera à être une industrie. Je pense que c'est vraiment en capitalisant les forces. Et c'est ainsi que cette année a été l'année où nous sommes entrés vraiment de plein pied dans le format festival. Et donc, il y a eu ce marché du film, il y a eu des panels, avec notamment la direction de la cinématographie. Nous avons eu un jury qui a été présidé par le cinéaste Moussa Touré, qui a donné vraiment toute sa générosité et tout son crédit à ce festival. Nous avons eu des masterclass, nous avons reçu un acteur, parce que nous avons également été au Festival de Cannes, pour nous, c'était important d'aller dans le festival le plus prestigieux du monde pour nous rendre compte déjà d'où nous pouvions nous situer et ce qu'il y avait à faire et comment ça se passe réellement. Et nous avons fait la rencontre d'un acteur-producteur qui est venu, assez frais, participer au festival, donner une masterclass avec des acteurs. Il y a eu également des projections publiques, parce que notre logique, c'est vraiment que chacun se sente, le mot Teranga n'a pas été choisi au hasard. C'est vraiment Yefunyep. C'est vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde. Et nous avons eu des projections publiques dans des quartiers populaires. Et nous allons également, après le festival, vers toute une phase de projection publique dans les régions. Parce que pour nous, nous en sommes convaincus. Le cinéma fait vraiment partie des moyens, on va dire, du soft power d'un pays. C'est un moyen efficace de faire passer des messages rapides,
et on va dire sur la durée. L'exemple voilà. d'Hollywood aux États-Unis. D'Hollywood, de Nollywood. Surtout Hollywood, ça c'est l'exemple le plus patent. Exactement, exactement. Et je crois qu'on peut forger ces héros ordinaires, on peut faire revivre ces héros des temps passés, on peut faire exister ces héros qui nous accompagnent grâce au cinéma, et c'est très important dans la construction de l'imaginaire. Et je pense que nous en tirons une grande satisfaction, et pour nous, ça ne fait que commencer. Avant de passer la parole à Laura, peut-être un mot sur les lauréats de cette année. D'accord, nous avons également ouvert, on va dire, la sélection. Donc, il y a eu une sélection de films de long métrage africains, et nous déplorons que cette année, il n'y a pas eu de long métrage sénégalais, parce que nous en produisons très peu. On a eu une discussion très intéressante, un panel très intéressant avec la direction de la cinématographie, et je pense que des pas très importants seront faits dans cette direction. Donc il y a eu des longs métrages primés, des documentaires, des courts métrages. Nous avons introduit une catégorie spéciale dédiée aux droits des filles. Et également la catégorie qui nous vaut, on va dire, actuellement beaucoup de reconnaissance à l'étranger, c'est les séries, qui étaient très attendues. Donc voilà, ça a été primé les techniciens, parce qu'ils font vraiment partie de cette industrie, qu'ils font vivre, qu'ils sont dans l'ombre, mais pour nous c'était important de les mettre également au devant de la scène. Et il y a eu également les meilleurs interprètes des séries. Et voilà, c'est le clou du spectacle, si vous voulez, chaque année. Est-ce que vous vous êtes auto-primée, vous, en tant qu'actrice? Ah non, je pense qu'on ne peut pas être jugé parti. Et c'est pour ça que j'attends impatiemment qu'il y ait d'autres festivals. Le Maroc a plus d'une trentaine de festivals. Absolument. Et voilà, ce serait vraiment une grande joie pour moi. Laura. Bonsoir Madame Touré, félicitations. J'aimerais revenir sur le thème de cette année qui a été choisi, donc prendre sa place de femme par le cinéma. Moi personnellement, je vous ai découverte justement dans la série C'est la vie qui nous emmène en fait dans le quotidien d'un centre de santé, d'une maternité, et du coup on s'intéresse aux problématiques des femmes dans cette série-là. Et j'ai remarqué aussi que dans cette édition, la 3e édition du coup du festival Les Teranga, vous avez choisi ce thème-là. J'ai pu lire que l'objectif était aussi d'ouvrir un fonds d'appui aux femmes dans les métiers du cinéma, avec un concours de films sur les problématiques des femmes. Et justement, puisqu'il a été question au cours de cette 3e édition de prendre sa place de femme par le cinéma, je voulais vous demander, vous, en tant qu'actrice, réalisatrice, productrice et femme, quel conseil pourriez-vous donner en fait aux femmes plus jeunes ou moins jeunes qui souhaiteraient, comme vous, exceller dans le milieu du cinéma, dans le contexte actuel? Et comme j'ai pu le lire, il y a tout un certain nombre de mesures d'organisation et d'accompagnement qui vont dans ce sens. Quel serait, vous, votre conseil pour les jeunes femmes qui voudraient justement exceller dans ce milieu comme vous? Moi, je donnerais le conseil qu'on m'a donné personnellement quand je commençais ce métier. Je suis devenue actrice, vraiment réalisatrice par hasard, grâce au théâtre. Et le conseil que mes 2 metteurs en scène à l'université m'ont donné, c'est d'abord de prendre conscience de notre valeur en tant que femme. C'est-à-dire de prendre conscience du fait que donner la vie, guider la vie, pouvoir gérer une maison, un foyer, tenir quelque part les rênes d'une maison, c'est le rôle capital. Et qu'à partir de ça, on ne sera jamais le sexe faible. Qui peut le Donc, exactement. Et de ne pas le prendre comme une arme pour se battre frontalement, mais se dire qu'on vient déjà avec des armes, en avoir conscience et essayer toujours de faire en sorte que nos semblables aient conscience de cela et puissent accéder aux instances où nous sommes. Que chaque fois qu'on pose un pas, qu'on puisse se rendre compte du pas qui a été fait pour celles qui sont derrière et de leur tendre la main. Et je crois que c'est avec... Il y a mon metteur en scène, Gorasek, qui est professeur à l'Université de Saint-Louis, qui m'a toujours dit, c'est un petit milieu. Les mêmes personnes que tu connais aujourd'hui, tu commences, tu as 17 ans, c'est les mêmes personnes que tu vas retrouver quand tu seras plus âgé. Et ce qui sera important, c'est d'avoir de l'humilité, d'être formé, de connaître tes droits, tes devoirs et surtout d'avoir un plan de carrière. Donc moi, c'est vraiment... Je redonne juste les conseils qu'on m'a donnés et qui m'ont toujours servi. J'avais une deuxième question par rapport à l'un des autres objectifs du festival. C'était apparemment de faire le pont entre le continent et la diaspora. De quelle manière vous utilisez le cinéma pour faire justement ce pont?
Mais justement, pour nous, dans les années à venir, ça a été fait, on va dire, de façon progressive. Chaque année, on reçoit au moins 1-2 personnes de la diaspora. Mais déjà, cette année, d'avoir pu avoir 2-3 personnes qui sont venues de la France, qui sont dans la production. Donc, c'est-à-dire, il ne s'agit pas pour nous, au-delà de faire la fête, ce qui est très important, parce que nous sommes Africains après tout, et se célébrer, pour nous, ça représente vraiment quelque chose. Mais il était important que des projets, des possibilités de collaboration, même aller plus loin dans le cadre d'échanges de formation, que d'avoir des étudiants qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici, ou que nos étudiants puissent partir. Ça, ce sont des choses pour nous qui permettent d'ancrer une action dans le temps, et c'est vers ça qu'on a attendu. Nous avons eu quelques résultats de ce côté qui sont assez satisfaisants, et comme je vous disais tout à l'heure, nous allons vers une série de manifestations, d'événements qu'on va faire tout au long de l'année, parce qu'on a pu se rendre compte que surtout de ce point de vue-là, de la formation, de la transmission et de la mise en relation de personnes qui ne se connaîtraient peut-être pas et qui ont tout intérêt à travailler ensemble, il y avait vraiment une grosse attente. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour ce festival déjà. Je pense que c'est très important. Quand on vous entend parler, on sent que vous êtes non seulement une passionnée du cinéma, mais vous êtes aussi une professionnelle en fait. Vous savez vraiment ce que vous dites, et pour moi c'est important. Vous avez tantôt parlé de soft power. C'est tellement vrai que le cinéma peut participer un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec le professeur, à créer une narration différente, mais positive pour le continent. Et pour moi, c'est très important. Un pays comme le Nigeria est en train vraiment de se positionner dans le monde et d'être une puissance culturelle à travers le cinéma, mais bien entendu à travers la culture en général. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'on n'est jamais prophète chez soi. Donc c'est important d'avoir ce genre de festival pour nous fêter, pour récompenser les meilleurs d'entre nous dans le domaine du cinéma. Et pour ça, moi, j'aimerais vous féliciter. Alors moi, ma question, c'est par rapport à un peu, au-delà de ce festival-là, l'industrie culturelle du cinéma. Aujourd'hui, c'est comme je le disais en fait, il y a 30 ans, on avait 10 000 rappeurs. Tout le monde voulait être rappeur. Plus tard, tout le monde voulait être lutteur. Plus tard, tout le monde voulait être footballeur. Maintenant, tout le monde veut être acteur de cinéma. C'est bien, on a de très belles productions, on a de très belles séries, peu de longs métrages malheureusement. Aujourd'hui, un peu vous, en tant que productrice, en tant que réalisatrice, quel est votre regard sur ça? Parce que pour moi, ça peut régler beaucoup de choses. Ça peut donner des emplois à beaucoup de jeunes, ça peut créer de l'économie, on en a besoin, ça peut vendre notre pays. On a un marché de 400 millions à l'Afrique de l'Ouest, si on dépasse un peu les 15 millions du Sénégal. Un peu, quel est votre regard par rapport à ça, pour qu'on ne regrette pas un peu ce qui s'est passé avec les deux disciplines? Moi, je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que je pense que nous nous trouvons vraiment à la croisée des chemins. Comme vous venez de le dire, nous constatons tous qu'il y a eu beaucoup d'engouement vers des secteurs et que ça s'est peut-être relâché pour X ou Y raison. Et nous assistons actuellement à un phénomène, je pense, très important, qui est il n'y a presque plus de frontières. L'information, elle est totalement ouverte. On peut savoir ce que fait le Nigérien, ce que fait le Marocain, ce que fait l'Ivoirien, etc. Il y a des moyens de communication qui, s'ils sont bien utilisés, peuvent nous permettre d'atteindre toutes sortes d'objectifs. Et il y a également des organismes comme la direction des statistiques ou des études qu'on peut vraiment mener pour savoir déjà l'impact du cinéma, pour parler du cinéma sur notre économie, savoir réellement si vraiment toutes les forces en présence s'y mettent, qu'est-ce que ça peut apporter en termes même, on va dire, d'orientation, parce qu'on ne voit réellement que les acteurs, parfois les réalisateurs, producteurs, mais il y a toute une chaîne. Quand nous faisons, par exemple, ces projections publiques, nous avons un partenaire comme Mobiciné, pour ne pas le citer, qui vient, qui met à disposition son équipe, etc. Et c'est un dispositif de plus d'une dizaine de personnes qui ont dû apprendre ce métier. Donc derrière, il y a un potentiel juste incroyable. Je crois que la direction de la cinématographie a fait des études sur ça. Et je crois que le cinéma peut vraiment, réellement apporter un plus à ce pays, en termes de reconstruction de valeurs, en termes de réconciliation avec nous-mêmes, en termes de perspective. Je parle souvent du cinéma anglophone, on va dire, pour parler de l'image de la femme. C'est vraiment une femme powerful, comme ils disent, c'est une femme forte.
ce qui n'est peut-être pas réellement le cas dans la société, mais à force de le projeter, voilà. La femme africaine est une femme forte. Mais la femme africaine est une femme forte, mais justement, je crois qu'elle a été affaiblie peut-être de façon volontaire, nous ne savons pas, mais nous sommes au moment où nous pouvons corriger ça. Et c'est pourquoi, pour nous, c'était important, fondamental de donner aux femmes cet outil-là et de leur dire quelle est votre vision de la société, vers où voulez-vous aller, et voilà une façon de pouvoir impacter. Peut-être pas vous, personnellement, mais je crois que juste en faisant un documentaire sur, je dis n'importe quoi, la dépigmentation, pour faire un coucou à Khady Pouy, la réalisatrice, ça permet d'impacter, et autant sur le plan psychologique que sur le plan sanitaire. Et je crois qu'il y a énormément de choses à faire. Nous parlions tout à l'heure de comment se mouvoir dans la société, avec quels outils et de quelle façon. Ça peut être aussi bien par des conférences, des panels, que par des petits films, des petites capsules. Mais je crois qu'en prenant vraiment conscience de l'outil incroyable que le cinéma est, l'État du Sénégal et même au-delà, parce que dans d'autres pays, ce n'est pas que l'État, ce n'est presque pas l'État, c'est vraiment les privés. Je crois que chacun se rendra compte que c'est un outil à vraiment prendre à bras le corps, à ne pas négliger, à ne pas laisser entre les mains de n'importe qui, mais également qu'on peut vraiment diriger vers nos buts. Dernière question, si tu permets. C'est par rapport un peu... C'est une chance d'avoir une actrice ici. Et il paraît que dans le milieu de l'art au Sénégal, c'est compliqué. Les acteurs et les actrices en général n'arrivent pas à vivre de leur métier, en fait. Quelle est la solution? Parce que il paraît que, bon, est-ce que c'est parce que ces gens-là, c'est des professionnels, d'accord, mais ils ne comprennent rien au contrat, ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas de staff, etc. Comment ça se passe? Je ne veux pas dire qu'il y a de l'exploitation, mais c'est ce qu'on entend parfois, en fait. Moi, je verrais la question autrement. Je vous dirais que c'est un peu à l'image du pays, au fait, qui n'est pas exploité quand il ne connaît pas ses droits ici. Vous pouvez être en début de carrière ou avoir fait de bonnes études, venir et ne peut-être pas savoir qu'est-ce qu'un banquier pourrait percevoir à la fin du mois, ou qu'est-ce qu'un journaliste professionnel pourrait percevoir, pourrait avoir comme prétention salariale. Il y a certes cet engouement qui fait que le cinéma fait rêver, de toute façon, ça a toujours été comme ça, c'est humain. Il y a le fait que ce n'est pas un milieu encore structuré comme il devrait, mais qui tend vers ça, parce qu'il y a eu d'abord cette vague de professionnalisation avec les cartes professionnelles, avec le statut professionnel, et nous y arrivons pas à pas, et je pense qu'on a à rattraper personne, mais vraiment à trouver notre propre schéma. Et c'est aussi également lié à ce que vous dites et que nous essayons, on va dire, de pallier à notre façon, c'est-à-dire d'amener des acteurs professionnels pour avoir des discussions très frontales, très franches avec des jeunes qui commencent. Ça, c'est depuis 2019 que nous l'avons initié. Et je peux vous dire qu'en fin de processus, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'ils sont acteurs, c'est parce qu'ils sont sénégalais. C'est-à-dire, nous aimons beaucoup paraître. Que le Sénégalais, quel qu'il soit, a un rapport extraordinaire avec le paraître, avec la façon dont la société... Pourquoi elle te regarde, elle dit ça? Non, parce que je sais que je suis l'exception qui confirme la règle. Donc, en fait, il y a énormément de notions. Nous avons même une fois fait venir la direction du travail, la SODAV, la société qui gère tout ce qui est droit d'auteur, droit voisin, pour vraiment avoir des discussions très techniques. Et on va dire essayer d'amener des bases de réflexion. Parce que pour moi, peut-être on m'a appris qu'il faut avoir un plan de carrière, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais nous allons travailler à ce que ce soit beaucoup plus fréquent. Que Dieu vous accompagne, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. On a la chance d'avoir un docteur en sociologie et en ethnopsychiatrie, et donc je pense qu'il pourra nous donner son avis par rapport à tout ça, professeur. Je trouve ça extraordinaire, vraiment félicitations et bravo, parce que je l'ai écrit dans le livre Makhtar Mbow, comment il a pu, en 1954, dans le cadre de l'éducation de base, dans la région de Youtou, Oussouye, comment il a pu, par le cinéma, arriver à réaliser une œuvre de soins, de santé, d'explication, des objectifs de développement. Il a d'abord, quand il est venu, le village ne voulait pas trop le recevoir. Il a montré leurs photos, il se voyait la première fois en photo. Il a amené le film de Charlie Chaplin. Et à partir de ce moment-là, le village l'a adopté. Donc le cinéma joue un rôle fondamental dans le développement humain et puis surtout dans l'éducation.
Et c'est d'autant plus important, de toute façon, pour mettre le lien avec votre prochain sur le rap, c'est tout le domaine de l'art. L'art est un site de vérité. En fait, dans la philosophie, généralement, on construit 4 sites de vérité: l'art, l'amour, la science et le collectif. C'est-à-dire, ça peut être le politique, l'économique, mais c'est le lieu où il y a le plus de contradictions dans le collectif, parce qu'on a des intérêts divergents. Et dans la science, il y a souvent des accords. Il faut être deux. Quand on est d'accord sur un certain nombre de choses, on peut trouver la vérité. L'amour, c'est intéressant parce que c'est à partir de la distance, la différence, l'homme et la femme, la différence, on va vers l'universel. Et l'art a ceci de particulier, c'est de l'universel, parce qu'on parle de l'un, on peut faire de l'art. Et le cinéma joue un rôle fondamental pour les 3 sites de vérité, qui sont l'art en soi, le collectif et la science ou la technologie en général. Et de ce point de vue-là, c'est un outil extrêmement puissant et je suis fier qu'une Touré réalise ça, malgré que c'est une gamme. Touré réalise ça, vraiment, bravo à toi et j'essaierai de contribuer à ma moindre par rapport à mes relations. Voilà. Merci et je voulais juste dire que le lundi 18, le lundi prochain, je vais faire une signature de ce livre à la Maison Binaf, au Sacré-Cœur. La Maison Binaf, ouais. La Maison Binaf. La Maison Binaf, c'est au Sacré-Cœur. Sacré-Cœur 2. Il faut aller sur Internet. Oui, j'ai vu La Maison Binaf, et regardez sur Internet, Maison Binaf, Sacré-Cœur, à 18h, je fais une signature. Le 18 à 18h. À 18h. Vraiment, ouais. On va essayer d'être. Nous avons été vraiment très heureux. Absolument. Très honorés de vous recevoir encore une fois sur ce plateau, professeur Mahamadou Lamine Sagna. Vous êtes venu nous présenter cet ouvrage vraiment monumental, Amadou Mahtar Mbow, une légende à raconter, entretien avec un éclaireur du siècle, et surtout ce magnifique épilogue de Madame Raymond Fadila Mbow. Vraiment, nous sommes très heureux également de recevoir Madame Fatou Jupiter Touré, vraiment brillante actrice, réalisatrice et productrice. C'était un plaisir de vous recevoir. Nous vous souhaitons également une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous allons continuer avec la seconde partie de cette émission en recevant un rappeur, producteur et entrepreneur culturel. Il est le fondateur de la structure Diof Nanor qui édite le magazine Urban News qu'il vient nous présenter ce soir. De son vrai nom, Diegan Diam Diouf, nous recevons Dieg Diam. Nous allons terminer avec un autre rappeur, chanteur, producteur et entrepreneur culturel sénégalais de grande notoriété. Il vient nous parler du festival Mbaoufos qu'il organise du 1er au 15 août 2022. Nous recevons ce soir Leuz Diwanji. Bonsoir messieurs. Oui, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous venez nous présenter, on va commencer par vous, Dieg Diab. Vous venez nous présenter ce nouveau magazine qui s'appelle Urban News. C'est le numéro 0 que vous éditez, que votre structure édite. Vous êtes vous-même, je ne sais pas si vous êtes toujours rappeur ou si vous êtes un ancien rappeur, vous êtes également producteur. Vous êtes agent de la RTS également. Et vous venez nous présenter ce magazine qui s'appelle Urban News. D'abord, moi, la première question, c'est pourquoi vous avez voulu faire un magazine papier quand on voit qu'actuellement, on peut se dire que c'est un peu la crise des magazines papier. On ne voit plus beaucoup de magazines papier qui marchent. Pourquoi vous avez voulu relever ces défis? Bon, voilà, pour commencer, nous avons pensé à mettre en place ce magazine du nom de Urban News. Notre structure, notre association Diof Nanor, peut-être est l'initiateur parce que dans Diof Nanor, il y a des structures, des GIE qui sont dedans. Et nous, entre entrepreneurs, on s'est dit pourquoi pas ne pas mettre en place un magazine qui va faire un résumé de tout ce qui se passe dans le mouvement hip-hop, une manière d'archiver et une manière aussi de
d'encourager tous les prouesses qui se passent au niveau des cultures urbaines, parce que sans ce magazine, on ne peut pas évaluer ce qui se passe au niveau des cultures urbaines. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses, quelque chose de concret qui se développe dans les cultures urbaines, et ça passe inaperçu, quoi. Tout à fait. Parce que dans ce numéro 0, vous avez pu avoir vraiment beaucoup de rubriques, interviewer beaucoup de gens qui sont un peu dans l'écosystème hip-hop. Vous avez commencé par la directrice des arts du ministère de la Culture et de la Communication, Mme Beirou Diagne. Il y a une interview également de Gibson Diwanji, et des questions aussi à Malalta Al-Mamitala. Donc c'est un peu ça, comme vous dites, vous essayez de donner la parole aux gens qui sont un peu dans le milieu. Oui, vous avez vu en premier numéro, nous avons pris la directrice des arts, parce que c'est elle qui gère les fonds des cultures urbaines. Et tout le monde sait que ça a suscité beaucoup de polémiques autour de ce fonds. Et beaucoup d'acteurs posaient la question, ils voulaient rencontrer la directrice des arts et ils n'arrivaient pas à le faire. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas le faire à leur place. Nous avons la possibilité de l'interviewer et on a rencontré les acteurs, leur demandé ce qu'ils pensent des fonds et on leur a donné, on les a rencontrés parce que si vous lisez le magazine, il y a ceux qui ont reçu des fonds et qui en ont fait quelque chose de concret. Il y en a qui n'ont jamais reçu de ce fonds et tout le temps, ce sont eux qui critiquaient. Et on a pris toutes ces questions, partir à la rencontre de la directrice des arts, au moins pour pouvoir satisfaire ce que les doléances des artistes. Et on l'a posé toutes les questions que les gens disaient pour un peu éclaircir le problème des fonds des cultures urbaines. Quoi. Absolument. Laura. Oui, bonsoir. Félicitations pour votre premier numéro. Effectivement, ce que j'ai apprécié dans ce numéro, c'est que vous n'avez pas hésité finalement à re-questionner donc, les manquements qu'il pouvait y avoir. Vous avez profité de ce numéro pour poser des questions sur les failles du système qui pouvaient ralentir peut-être justement la progression du secteur des cultures urbaines. Et pour ça, je vous tire mon chapeau. En ce qui concerne le fonds de développement, effectivement, vous posez la question d'ailleurs quels sont les critères pour l'obtenir. Est-ce qu'ils épousent vraiment les préoccupations des acteurs? Et je pense que c'est comme ça qu'on avance finalement. C'est pas juste de dire que voilà, il y a des fonds qui sont en place, etc. C'est est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'on arrive à obtenir de ça? Comment on fait pour avancer? Vous évoquez dans une autre interview le manque de transparence qui a été reproché. Je pense que ça, c'est primordial. Et la question que je me posais, c'était dans l'élaboration justement du magazine, comment est-ce que vous avez choisi vos premiers interlocuteurs et comment vous en êtes servi justement des préoccupations que vous connaissiez des acteurs en question pour faire le pont entre les deux? Et puis, quels ont été les retours justement des personnes concernées face à ce premier numéro qui est sorti? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons trié, la sélection était tellement dure parce qu'on s'est dit que, puisque notre premier numéro, nous allons nous focaliser sur le fond des cultures urbaines, donc nous ne serons pas là pour critiquer quoi. Un éléphant dans des magasins de porcelaine, nous n'allons pas procéder comme ça. Donc nous allons partir à la rencontre des acteurs et voir depuis le fond, depuis qu'il est là, les acteurs qui en ont fait quelque chose de concret, qui ont réalisé. C'est pourquoi on a des structures qu'on a interviewées, et de Kaolack à Tamba, c'est quelque chose de concret. Et on s'est dit que c'est une manière de dire aux autres, ce fonds peut-être c'est minime, mais on peut en faire quelque chose de concret. Et ensuite, on est parti aussi à la rencontre des acteurs, parce qu'il y avait dans ce fonds des acteurs qui devaient bénéficier de ce fonds. Et ils font partie des acteurs qu'on avait dit que vous allez en bénéficier et ils n'avaient pas encore reçu leur chèque. Et on est parti à la rencontre, c'est pourquoi il y a Maman Faye qui est là, qui représentait tous ces acteurs qui n'avaient pas reçu leur chèque. Et on est parti à la rencontre de Maman pour qu'elle nous explique ce qui se passe. Et finalement, le magazine a joué un rôle primordial dedans. Et je pense actuellement tout le monde a reçu son chèque. Et il y en a aussi d'autres acteurs qu'on a rencontrés comme Digital, comme Kazi MC, et qui relatent que depuis le fonds est là, on dépose et on n'a jamais eu de fonds.
et ils se posent la question ce qui se passe et eux, ils n'arrivaient pas à rencontrer la directrice des arts. Donc c'est une manière pour ce magazine de rencontrer la directrice des arts, de lui demander, de lui poser la question que Digital aurait voulu lui poser. C'est une manière, c'est pourquoi on a touché de gauche à droite. La question de Tierno qui va dire oui, mais elle devrait être disponible pour tout le monde. Tierno. Je te laisse la poser cette question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous félicite pour ce magazine. Vous savez, les magazines dans le hip-hop, il y en a depuis longtemps. Je me souviens du magazine de Maxi Crazy, ce grand lyriciste qui avait mis en place un magazine, malheureusement, du nom de Carapit, qui a fait un long feu, comme on dit. Alors, donc, félicitations pour ce magazine parce que c'est important. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait, au-delà de parler du fond dédié aux cultures urbaines, mais le fait que vous faites focus sur tout ce qui se passe, des activités urbaines, de la culture urbaine dans les capitales, comme j'ai vu Tambacounda avec cet ancien rappeur-là, j'ai vu Kaola, j'ai vu Fatick. Et ça montre aujourd'hui que dans les zones urbaines, au-delà de Dakar, il y a une certaine animation culturelle. C'est ça. La jeunesse urbaine, la jeunesse en tout cas qui s'identifie dans les cultures urbaines n'est pas en reste. Elle essaie de faire quelque chose, elle essaie de faire bouger les lignes et c'est une très bonne chose. Donc moi, je vous félicite pour ça. Alors ma question ne sera pas celle qu'attend Alioune, elle va être focus sur ce magazine-là. Après avoir un peu parlé du fond, quelle est la prochaine étape? Est-ce que ce magazine-là sera structuré? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, un staff derrière, carrément des journalistes, etc. Est-ce que vous allez vraiment montrer d'autres facettes de la culture urbaine, etc. Quelles sont les prochaines étapes de ce magazine? Oui, déjà, Urban News, c'est un GIE. Des acteurs des cultures urbaines comme moi et autres, il y a des structures qui sont dedans. C'est tellement structuré. Moi, je ne devais pas être là. Peut-être c'est la Tabaski et celui qui devait être là est hors de Dakar. C'est pourquoi je suis là. Mais c'était à Il est hors de la zone urbaine. Voilà. Pour dire que c'est structuré, et c'est des acteurs des cultures urbaines qui y travaillent. Vous savez, actuellement, je peux vous dire que les acteurs des cultures, actuellement, comment, je ne sais pas comment je peux depuis les cultures urbaines existent au Sénégal depuis les années 80. Actuellement, si vous rentrez dans les télévisions, les radios, les journaux, ce sont les premiers acteurs des cultures urbaines qui sont là. Qui ont changé les acteurs urbains, ils sont les journalistes, ils sont les techniciens de son, ils sont des caméramans, ils sont des infographes, ils sont... Donc, dans les métiers des médias, ce sont eux qui sont là. Donc c'est pourquoi on a pris ces gens. Ce sont eux qui ont géré l'infographie, ce sont eux qui ont fait le reportage et ce sont eux qui ont tout fait, quoi. Donc c'est des structures qui sont là, des cultures urbaines comme Baba Design. Et dans ça, vous avez vu Baba Design. C'est un gars de Djamagan, du côté de Lez. Et c'est un jeune des cultures urbaines qui a tout fait dans les cultures urbaines. Au début, il était rappeur. Actuellement, il est infographe et c'est un grand parmi les infographes. Donc, comme quoi le rap mène à tout, quoi. Voilà, le rap a tout. Donc on a pouvoir s'en sortir. Voilà, on n'a pas besoin peut-être d'un journaliste qui sort. Il y en a beaucoup de journalistes qui sortent, qui étaient des anciens rappeurs et actuellement, je ne peux pas citer leur nom ici, mais actuellement, si vous partez dans les rédactions, ils sont des chefs de département ici. Et ils font jusqu'à présent des acteurs des cultures urbaines. Leuz vient de l'université, c'est un grand rappeur. Leuz vient de l'université. Il y a aussi Damel, je peux citer Damel. Damel, c'est un ancien rappeur, mais actuellement, il fait le tour du monde en organisant des forums à l'université. C'est un professeur à l'université. Donc, on peut dire qu'au niveau des cultures urbaines, on a tout. On a des professeurs, on a des techniciens, on a des caméramans, on a des journalistes, on a tout. Et on a des directeurs de société. Il y en a tout. Donc, c'est une manière de pouvoir relater tout ça pour dire à la nouvelle génération que ça peut marcher parce que tôt ou tard, on peut avoir peut-être un ministre qui est ancien rappeur. Bon, on l'a eu dans d'autres pays comme en Guinée, je ne sais pas, en Guinée ou dans d'autres pays de la sous-région.
Ça peut se passer au Sénégal. Donc, dans ce magazine, en grosso modo, ce sont les acteurs des cultures urbaines qui ont tout réalisé et qui ont tout fait. Et c'est une manière aussi de montrer les prouesses qui se passent dans les régions parce qu'on a focalisé notre reportage à l'intérieur du Sénégal parce que beaucoup de gens pensent que tout se passe à Dakar, quoi. Alors que la première radio des cultures urbaines est installée à Fatick, dans la région de Fatick, à Diofior. C'est à partir des fonds des cultures urbaines que cette radio est née. Et alors qu'à Dakar, il n'y a pas de radio des cultures urbaines qui est financée à partir de l'argent des cultures urbaines. Donc c'est une manière de dire aux acteurs, vous êtes dans les régions, mais on voit ce que vous faites pour le développement des cultures urbaines là où vous êtes, quoi. Super. Ouais. Leuz, un mot par rapport à cet ouvrage. Bah, déjà, je dis assalamu alaikum à tout le monde. Voilà, je suis vraiment content d'être là. Comme d'habitude, ce n'est pas la première fois et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Donc voilà, je l'encourage comme tout le monde. Et moi, le côté qui m'intéresse le plus, c'est le côté d'archives, quoi. Parce que même si ça n'apporte rien, au moins il y a quelque chose qui sera là éternellement. Et c'est ce qui nous manque dans le mouvement hip-hop. Il n'y a pas d'archives. Tout, comme tu l'as dit, depuis 80, le rap est là, le mouvement hip-hop est là. Mais on n'arrive pas, malheureusement, à trouver les informations qu'il faut quand il s'agit de culture urbaine. Donc là, c'est un pas par rapport à ça. Donc ça, et au-delà de tout ça, moi, je suis un artiste qui voyage souvent dans les régions. Donc comme tu dis, j'encourage vraiment le fait que vous partez vers les gens dans les régions. C'est hyper important parce que malheureusement, les gens croient que tout se passe à Dakar. C'est pas ça, quoi. Donc dans les régions, il y a beaucoup de choses qui se font. Et surtout les festivals, il y a beaucoup de festivals dans les régions. Il faut vraiment les encourager, quoi. Donc voilà, félicitations pour ça. En tout cas, vous également, vous venez nous parler d'un festival que vous organisez du 1er au 15 août 2022, qui s'appelle Festival Mbao Feuss. C'est quoi exactement ce festival? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, bah déjà, merci pour l'opportunité. Donc voilà, Mbao Feuss, c'est comme son nom, Mbao Feuss, c'est pour montrer vraiment tout ce qui existe à Mbao. Et malheureusement, que les gens ne parviennent pas à voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Mbao. Comme j'ai l'habitude de le dire, Mbao est un village traditionnel lébou qui date depuis 1444. Donc, ça fait partie des premiers villages lébou. Et il y a beaucoup de choses qui se font à l'intérieur de Mbao. Je raconte juste une anecdote. Autant quand j'étais à l'université, quand je disais à mes camarades que je viens de Mbao, tout le monde croyait que Mbao n'était pas à Dakar, quoi. Mais comment tu fais pour arriver à l'heure? Et Mbao est là, à 15 km de Dakar. Donc, et cette particularité de Mbao, c'est ça. On est à Dakar, mais c'est comme si on n'était pas à Dakar. Et il y a une organisation extraordinaire, traditionnelle. Il y a un chef de village comme dans les villages. Voilà. Et ça se passe dans la capitale du Sénégal. Il y a une organisation un peu archaïque. On a, par exemple, moi, je me rappelle quand j'avais voulu faire... Une organisation traditionnelle, quoi. Exactement. Donc j'ai voulu faire un concert et le chef du village ne nous avait pas autorisé à le faire. Et quand on est parti à la gendarmerie, on nous a dit, tant que le chef du village ne donne pas l'autorisation, nous, on ne peut pas vous donner l'autorisation. Donc pour dire qu'il y a ça. Donc, et traditionnellement parlant, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités, la lutte, les courses de pirogue, la natation. Il y a beaucoup, on a une place extraordinaire, donc il y a des beach soccer qui se passent là-bas. Donc, et pendant le festival, on essaie de capitaliser tout ça, donc de faire un festival d'une semaine d'activités culturelles. Mais en parallèle avec, comme Mbao et voilà, l'environnement nous a gâté un peu, on a la mer, on a des bras de mer, des marigots, on a la forêt, donc on essaie de capitaliser tout ça. Donc une semaine d'activité environnementale et une semaine d'activité culturelle. Donc, et qu'est-ce que vous attendez un peu de ça? Quelles sont les retombées que vous attendez concrètement de l'organisation d'un tel festival? Déjà, c'est pour animer un peu le village. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on n'attend pas grand-chose. C'est juste voilà, pour que les choses se fassent. Absolument. Parce que... Jouer votre partie. Voilà, c'est ça. On est là en tant qu'artiste, en tant qu'acteur culturel. On doit juste jouer notre part. Et c'est pour moi, c'est... Voilà, comme on dit, donc nous on est des artistes, c'est dans ce domaine-là qu'on veut vraiment jouer notre part, quoi.
Et c'est pour aussi léguer à nos petits frères quelque chose de solide, un festival, voilà, je sais pas, une date, un rendez-vous qui sera peut-être éternel. Voilà, et peut-être, voilà, nous, on est juste les initiateurs. Peut-être d'autres générations vont venir peut-être pour continuer le reste. Absolument. Laura. Félicitations pour l'organisation de ce festival. Je sais que ce n'est pas la première édition. Cette année, ça va durer 2 semaines. C'est super. Exact. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'habitants de la ville et peut-être d'autres qui viendront d'ailleurs. Je trouve ça bien de mettre la culture au service de la commune, comme vous le dites. Et puis, de ce que j'ai cru comprendre, vous essayez aussi d'envoyer des messages aux jeunes pour les inciter à rester, à profiter du Sénégal plutôt que de partir chercher une vie meilleure ailleurs. Et effectivement, vous faites bien de souligner que ça nécessite un accompagnement politique. Ce n'est pas juste de dire, voilà, il faut rester. Et je trouve qu'on ne doit pas arrêter de marteler ça, en fait, chaque jour. Donc, merci pour ça. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi vraiment important et qui n'est peut-être pas encore assez fait aujourd'hui, c'est de vraiment pointer sur l'urgence environnementale. Comme vous l'avez dit, à Mbao, il y a les marigots, il y a les forêts, etc. Et du coup, ce sont des atouts à préserver. Et je pense qu'en organisant ce type de festival à l'endroit des jeunes et puis des habitants qui sont eux-mêmes sur place, en fait, leur rappeler que c'est important de préserver son propre environnement, à commencer par sa propre commune. C'est vraiment primordial. On se souvient du nouveau look du marigot l'année dernière avec les fresques, avec les bancs recyclés. Et justement, dans cette optique, je voulais vous demander quelle sera la place de l'art et qu'est-ce que vous prévoyez cette année en fait, dans cette continuité de préservation de l'environnement, de l'art au service de la commune, de l'environnement, des habitants, etc. Wow. Merci pour la question. Donc, elle est déjà au courant de tout ce qui se passe. Hein. Donc voilà, c'est sur la même logique. Hein. On va juste continuer parce que, comme j'ai dit, on a une plage. Mbao, on a une plage extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas aménagé, quoi. Donc le but de ce festival, c'est d'essayer d'aménager de la plage au marigot et en partant vers la forêt. Donc il y a beaucoup d'activités qu'on a prévu de faire. On aura même une visite, une randonnée pédestre dans la forêt de Mbao. Donc c'est pour aménager des espaces. Parce que comme on dit, le marigot était devenu un dépotoir sauvage. Donc avec les habitations aux alentours, donc tout le monde jetait les ordures n'importe où, n'importe comment. Donc nous, on s'est organisé en petits groupes tous les dimanches, avec les moyens du bord, à commencer à nettoyer déjà et à sensibiliser donc. Et petit à petit, ça a grandi jusqu'à ce que ça a devenu une association. Actuellement, il y a presque plus de 3 associations qui sont. Il y a Setal Suñu Diwan, il y a And Defar Tefesgi, et il y a nous, Diwan Djiman, il y a Sauvegarde des marigots de Mbao. Donc ensemble, on va essayer de préserver ce bijou-là, parce que c'est un marigot, c'est rare à Dakar. Et on dit, c'est le seul poumon vert actuellement. Donc c'est la forêt de Mbao. Voilà, la forêt. Moi, j'ai vécu jusqu'à 52 ans, je ne suis jamais à la forêt. Vous aurez l'occasion, donc on aura une visite. Au mois d'août, c'est parti. Donc voilà, et il y a des fresques murales, mais avec des messages, comme vous dites tout à l'heure. Voilà, on interdit à personne de partir, mais quand même, c'est possible de réussir ici, quoi. Donc c'est ça. On essaie de les encourager, mais avec des formations. Au-delà de ce festival, on fait des formations en agroécologie. On fait des formations en quartier circulaire, en économie circulaire, en gestion des déchets. On essaie surtout d'initier les petits. On a fait des résidences avec les élèves élémentaires. Et pendant ce festival aussi, il y aura des ateliers avec des artistes qui vont utiliser les déchets. Avec ces déchets, on va essayer de faire des objets d'art. Donc, c'est ça. C'est des activités, mais en même temps des formations, quoi. Bonsoir, Mr. Les. Merci, bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Je vous félicite pour cette initiative. Merci. Ça montre que la culture urbaine n'est pas juste un mouvement de contestation. Elle dépasse cela, elle apporte des solutions concrètes. Parce que tout à l'heure, on le disait, aujourd'hui, vous avez cité des noms, mais les Keiti, etc., sont des professeurs d'université. Positive Black Soul, Daradi, font des conférences dans les plus grandes universités du monde. Et ça, c'est depuis très longtemps. La particularité du hip-hop sénégalais, c'est que nous avons des intellectuels. C'est pourquoi moi, je souhaite que cette courroie de transmission ne soit pas stoppée avec cette nouvelle génération. Parce qu'il faut peut-être, à un certain moment, avoir un certain niveau. Et Leuz est dans cette
dans cette dynamique-là. C'est pourquoi moi, je vous félicite pour cette initiative-là. J'espère que cette fois-ci, le ministre de l'Environnement va accompagner cette initiative, parce que la dernière initiative portée par des jeunes qui ont été là, il ne l'a pas accompagné, ou en tout cas, il l'a fait tardivement. Je pense que cette période, c'est la bonne période. Et pire, il est le maire de Mbao. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Il est le ministre de l'Environnement et en même temps maire de la commune. Bon, c'est la bonne période. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, il aura vraiment l'écho qu'il faut. Je le souhaite, et qu'il va accompagner cette... Parce que c'est son rôle, en fait. C'est juste son rôle. On lui demande d'accompagner des initiatives, surtout lorsque ça vient des jeunes. Alors moi, j'ai vu le programme, c'est intéressant. Hein, et c'est comme je disais, c'est important de ne pas juste vous limiter à la musique, et de participer un peu à la formation, à l'accompagnement des clubs. Mais il y a un casse-tête aujourd'hui et qui accompagne un peu la forêt de Mbao. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers cette initiative-là, vous allez travailler sur la sécurité, un peu la sensibilisation? Parce que souvent, on dit que beaucoup de jeunes, ou etc., sont abandonnés, ou en tout cas vivent dans la forêt. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. C'est pourquoi je vous pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire un peu dans ça? Si c'est une légende urbaine ou exactement. Déjà la forêt de Mbao, ça fait 700 hectares. Donc, avec peut-être le péage, les terres, peut-être ça a diminué un peu. Je crois que c'est entre les 660 ou 600, je ne sais pas combien. Mais pour dire que c'est Mbao, il y a une partie hors Mbao, parce qu'il y a une partie qui dépasse Mbao. Qui vraiment, cette partie d'insécurité-là qu'on parle, c'est pas dans Mbao. C'est à partir de Kermassar peut-être. Mais la forêt, c'est la forêt de Mbao. La forêt s'appelle forêt classée de Mbao. Pour répondre un tout petit peu à ça, mais la forêt est actuellement aménagée. Il y a beaucoup de GIE qui travaillent dans la forêt. Super. Tout ce qui est micro-jardinage, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la forêt. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas beaucoup de communication. Oui, exactement. Mais quand même, il y a beaucoup de champs qu'on a aménagés, et il y a des associations, des jeunes, des groupements de femmes, des GIE qui travaillent dans la forêt. Super. Au-delà de ça, il y a, par rapport à la sécurité, franchement, il faut, nous, en tant qu'association, on ne peut pas quand même faire grand-chose. La sécurité, c'est l'État. Il faut directement interpeller l'État, parce que c'est une forêt. Au-delà de laisser la forêt comme ça, je crois qu'il y a beaucoup d'activités qui vraiment peuvent se passer dans la forêt. Donc, même des pistes, il y a beaucoup de choses. Donc, on peut l'aménager. Je crois que pour lutter vraiment à ça, il faut aménager la forêt. Il y a que, je crois que c'est la seule et l'unique solution, c'est l'aménager, donner l'opportunité. Ça peut même créer beaucoup d'emplois. L'économie verte, c'est la solution. C'est ça. Donc, je crois que au lieu de vraiment se focaliser sur l'aspect d'insécurité, il faudra quand même faire peut-être un plaidoyer et parler aux opportunités. Parce qu'il y en a. On attend ça de vous, ce plaidoyer-là, en tant qu'artiste, avec ce festival, pour que vous le portiez. On y est déjà. Un mot par rapport à ce festival. Franchement, je salue l'initiative, parce qu'actuellement, les acteurs de cultures urbaines, nous avons dépassé le moment où on restait là à critiquer. Donc actuellement, les acteurs sont en train d'initier quelque chose de concret, parce qu'on ne peut pas pendant 10 ans ou 20 ans critiquer l'État ou critiquer la société. Donc il est temps maintenant, ce qu'on critiquait, on se met à la place de celui qui est en train de mettre sur place quelque chose qui va servir à la population. C'est ce qu'ils font. Parce que ce genre de festival, je dis pas seulement au niveau de l'environnement, mais ils peuvent jouer un rôle primordial sur la destination de Mbao. Parce que côté tourisme, ça peut jouer. Déjà, on a une collaboration avec l'Italie. Ils vont nous envoyer des éléments pendant le festival. Donc on a toujours eu cette opportunité-là, travailler entre l'Italie et le Sénégal. Je viens d'une tournée là, j'étais là-bas, j'ai fait presque 8 villes. Et ils vont nous envoyer des éléments qui vont participer pendant le festival. Et c'est un échange entre ce qu'on fait ici, de façon volontiers, tout ce qui est implication, don de soi, tout ce qui est, économie circulaire. Donc en fonction de ce qu'ils font là-bas. Nous aussi, on va normalement partir pour faire ce jumelage-là. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, parce que nous sommes à l'ère de faire la musique et de donner nos jeunes frères une leçon pour passer du côté du développement. Parce qu'actuellement, si vous prenez les DJ Aodi ou la génération de DJ Aodi, actuellement, ils ne peuvent plus rester là à contester tout le temps. Donc, ce qu'on attend des acteurs des cultures urbaines,
c'est qu'ils mettent la main à la pâte. Vous voulez virer Awadi de la révolution, quoi. Non, je ne dis pas, c'est pas une manière de virer Awadi de la révolution, mais on sait que tout acteur des cultures urbaines a ça dans le sang, quoi. Mais on ne peut pas critiquer pour critiquer. Voilà, en dehors de la critique, il faut... C'est un terme qu'on appelle give back en termes hip-hop. Voilà. Quand tu as les opportunités, il faut quand même donner l'opportunité à tes petits frères. Donc c'est ce qu'on appelle le give back. En dehors d'être entrepreneur culturel, vous êtes également chanteur et rappeur. Donc on va terminer cette émission avec un de vos nouveaux clips qui s'appelle Afele, que vous avez fait en featuring avec By Mick et Purpose the Writer. Et qu'on trouve, nous, sur ce plateau, que c'est vraiment, ça vient à point nommé. C'est vraiment une magnifique chanson, un magnifique clip qui rassemble. On va terminer un peu cette émission avec ça. Merci. Mais avant d'en venir à ça, on va remercier Dekjam d'être venu sur ce plateau, vraiment présenter encore une fois ce magnifique magazine qui s'appelle Urban News, qui vraiment vient à point nommé. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation par rapport à ça. Vous également, Deleuze, souhaitons un grand succès à ce festival Barfos. On espère que dina fësal mbaaw bu baax, surtout la forêt de Mbao. Je remercie également mes co-présentateurs, Laura Fortez, Thierno Souleymane Diop-Niang. Je remercie tous les techniciens de la RTS, je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah, on va se quitter avec Afele. By Mike on the beat. Padia, wole nyinsabo, anga seibo, solia. Skopenta, fatol fana seseo, taze kolwo, aleli sembo. By Mike, Afele, 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 yeah, Afele, 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 Sembe. Kaza yena la sembe, bakke ma jola si bay, sa fam kati sinde, kare sompol, sanya do, jox ma loxo ñu waxtaan, xel ak xol ma se non ba senge mom ma ñu doon naxtaan. We from the motherland, Kaza di man sa de route, ngel wu ret gi ma dunen te ëlëk ñun la des ñu jóg si. Kaddu kaja ndok jaasi, bay dunde wala bay jaay, ñi sangu wari fokk ma bokk si, Afele bokk bëgg fayda. Jóge te ngej fay ba ca peggu maam, ak si xëy sangu lekk naan xam sa dem ba ca biñona ama moom William Jantana. Xam li ñu am li ñu moom jàmm itam jóg sàkku ji ñaan xewal baawaan ca Casamance. Suñu doole bu leen ko sàggane. Ñu boole suñuy doole si ki bañ ku ñu feewale. Casamance, Casa di man sa, Casa di Afele. Ayule na te bàyyi Afele. Def ngir firnde laat ni dama dof ci yow na jàmm ji sax naa tànge raw dàkk ba faw dem nga nul ci ñun mën de ñàkk foog ñu muñ tey dama dellu si ak samay ñooñ pour indi poñ fasaat fecc pour fekki tekki sa suufu tànk xasal jox ñu ci reeni wóor na leen du ñu sànk li la wër ci xeet doy na firnde ni bennoo nga xam dafa des ci ñiy seet takku topp seen tànku maam RN6 ak si gis kaar bi sar ba fu la du yeewu fël ni Sédhiou kalu naay ngay am kasumay sama mbokki buluf foo ñi banjaal kap naan ci ndoxu Jemberen. Suñu doole bu leen ko sàggane. Ñu boole suñuy doole si ki bañ ku ñu feewale. Casamance, Casa di man sa, Casa di Afele. Ayule na te bàyyi Afele. Ce mélange d'ethnie et de race, cette diversité culturelle, cette oasis de couleurs, cette richesse, ce melting pot. Faut pas céder à la tentation, pas de faux pas, nous voulons fédérer une nation. Politique, politiciens, qui déchire ce tissu de fraternité qui nous lie. Polémique non, nous voulons un mélange homogène, pas de haine, gamme la paix comme on dit. Aïe oulé, aïe oulé, aïe oulé. Casamance di Afele. Suñu doole bu leen ko sàggane.
atale. Kambenta fatol finance seo kaza kolbo abeni sembo Olo mo esinyo dole bulen ko sakande sembo Dole sinyi dole sekiban kifele sembo Alma kazi di waza kazi di atale Ay wule na te baila rafele Afele